C'est pas légal, il faut juste accepter et vous aurez l'application sur votre téléphone. Bonjour, je vais essayer de rappeler les bases physiologiques euh, de la stimulation ovarienne. Voilà. Pour la stimulation, il y a déjà l'induction de l'ovulation pour but d'avoir une ovulation monofolliculaire ou bien une stimulation paucifolliculaire là où on veut aller vers peut-être une insémination ou bien la stimulation multifolliculaire, la stimulation qu'on fait en vue de FIV ou bien DIXI. Et puis, en physiologie humaine, la folliculogénèse a pour but justement d'avoir une stimulation naturelle physiologique monofolliculaire. On n'a pas besoin de plus qu'un seul follicule. Donc on a besoin d'une mono-ovulation. Donc le processus de recrutement ovocytaire se produit chaque jour, depuis la naissance jusqu'à la ménopause. Une fois un follicule a commencé ce processus de folliculogénèse, il n'a pas le choix, il doit ou bien aller vers la maturité et l'ovulation finale, ou bien aller vers l'atrésie. Donc le processus complet peut être divisé en deux étapes. Les 3 premiers mois, ce développement est sous contrôle paracrine et n'est pas sous le contrôle des gonadotrophines. Et puis les 90 derniers jours, les follicules deviennent sensibles, puis dépendants de l'action des gonadotrophines FSH et LH. Donc vous voyez, le processus de folliculogénèse a été déjà présenté. Donc l'initiation depuis les follicules primordiaux jusqu'aux follicules primaires, secondaires, préentraux, c'est une régulation autocrine et paracrine. Et puis le phénomène de sélection et de dominance est sous l'action des gonadotrophines. Ce phénomène de recrutement primaire, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce phénomène de recrutement primaire est continu et son activité est inversement proportionnelle à la densité des follicules primordiaux. Donc, moins il y a de follicules primordiaux, plus le recrutement primaire est important. Donc, c'est un peu ce qu'on voit un peu chez les insuffisances ovariennes prématurées, là où le déclin et la consommation de follicules devient plus rapide et la chute et l'épuisement folliculaire devient très rapide. Et ceci est dû à une levée d'obstacles, une levée d'inhibition, justement, de cette hormone, l'AMH, cette hormone antimullérienne qui est sécrétée par la femme par les cellules de la granulosa. Plus on a d'AMH, moins on va avoir de recrutement folliculaire. Et c'est un peu ce qu'on voit chez les patientes porteuses de syndrome des ovaires polykystiques. C'est des patientes qui ont une sécrétion d'AMH très élevée. Et c'est pour ça qu'on a un freinage de ce cycle folliculaire. Et c'est pour ça qu'on voit l'espagnoménorrhée chez les SOPK, par exemple. Et puis, chez les patientes en préménopause ou bien en IOP, c'est des patientes qui ont perdu beaucoup de capital folliculaire. Donc, elles vont avoir moins d'AMH. Et là, il va y avoir une levée d'obstacles, une levée d'inhibition et un épuisement rapide et accéléré du capital folliculaire. Vous voyez ces phénomènes. Donc, je m'excuse. Voilà. Voilà. Donc, le pointeur. Ah, il n'y a pas de pointeur. Si. Donc, l'AMH et l'activine, ce sont deux médiateurs qui sont en train d'inhiber ce recrutement folliculaire. Donc, il est aussi indiscutable que la formation et la croissance maintenant des follicules en trou nécessitent de la FSH et probablement de la LH au début du cycle. Les follicules deviennent de plus en plus sensibles et finissent par être dépendants de la FSH. Donc à cette étape de développement, l'atrésie est très fréquente car il existe des fluctuations importantes dans la sécrétion de FSH. Donc c'est lors de cette phase que le nombre de follicules qui parviendront à maturité sera décidé. La plupart des auteurs pensent que les follicules qui vont devenir un follicule ovulatoire sont recrutés à un moment situé entre la régression lutéale et le 3e jour du cycle. Cette période est définie comme étant la fenêtre de recrutement. Vous voyez, au début du cycle, il y a un petit tonus de sécrétion de FSH, et c'est ce tonus de sécrétion de FSH qui va assurer et augmenter le recrutement de ces follicules
pré-antraux et de ces follicules antraux, surtout les follicules antraux. Donc, le recrutement du follicule ovulatoire a eu lieu à ce moment précis, car il bénéficie de l'élévation intercyclique de la FSH. Ensuite, ce follicule dominant, il va croître, il va rendre son environnement hormonal hostile au développement d'autres follicules. Voilà. Il va y avoir aussi ce feedback négatif de l'hyperestrogénie, la FSH va chuter et les follicules qui ont les récepteurs les moins fins à cette sécrétion de FSH faible, ils vont s'atrésier, ils vont s'écraser, ils vont donc disparaître. Et ça va donner cette donc, stimulation physiologique monofolliculaire. Donc, il est peu probable qu'il existe une cohorte de follicules parfaitement synchronisée. C'est que les follicules entre eux, quand ils vont rentrer dans cette fenêtre de FSH, ils ne sont pas au même niveau, ils ne sont pas à la même ligne de départ. Donc, ils sortent du pool primaire au hasard et ils arrivent à différentes étapes du développement. Ceux qui viennent trop tôt ou bien ceux qui viennent trop tard ne pourront pas profiter de cette croissance intercyclique en FSH et sont voués déjà à l'atrésie. Vous voyez, je ne sais pas comment utiliser le pointeur, mais vous voyez les follicules qui sont là avant cette fenêtre, de FSH, et les follicules qui viennent après ne vont pas subir cette entrée en... Voilà. Donc ces follicules ils ne vont pas subir cette croissance folliculaire et ils vont être en dehors de cette fenêtre de FSH. Donc si on veut augmenter le nombre de follicules qui vont aller faire cette course, on a deux options. Ou bien on va augmenter la durée de cette fenêtre de recrutement de FSH, ou bien on va augmenter le nombre de follicules arrivant au bon moment dans la fenêtre de recrutement. C'est que ou bien on va donner de la FSH durant une longue durée, cette augmentation au début de cycle de FSH physiologique, on va essayer de l'intensifier, on va essayer de la pousser pour qu'elle augmente en matière de durée. Là, on va augmenter la fenêtre de FSH, ou bien on va la potentialiser, on va augmenter ce dosage. Et là, on va augmenter le nombre de follicules qui vont rentrer dans cette fenêtre de FSH. Donc, ou bien les deux à la fois. Comme ça, on peut donner de la FSH endogène en provoquant sa sécrétion, ou bien de la FSH exogène d'une manière forte et en longue durée. Et c'est un peu le secret de cette stimulation folliculaire. Donc, cette notion de fenêtre de FSH est une notion importante. C'est la période durant laquelle la sécrétion de FSH demeure au-dessus du seuil de développement folliculaire. Puis la diminution physiologique de la FSH en milieu de phase folliculaire va fermer la fenêtre et conduit à l'atrésie des follicules les moins sensibles. Donc plus cette fenêtre est large et plus le nombre de follicules recrutés va être grand. Donc, il y a une deuxième notion qui est importante aussi à retenir, c'est la notion du seuil de FSH. C'est qu'il y a un seuil de sensibilité au-dessous duquel on n'est pas efficace en matière du fait d'augmenter le nombre de follicules recrutés. Donc, il faut atteindre un certain seuil et à partir de ce seuil, on peut aller récupérer plus de follicules en trou dans cette course. Vous voyez ici que si on donne une dose exogène de FSH, elle doit être supérieure au seuil de réceptivité. Et on peut le donner pendant une large période. Comme ça, on va sortir de ce schéma de cycle spontané, là où il y a un seul follicule qui va être dominant, pour aller à ce modèle de cycle stimulé, là où on va augmenter le nombre de recrutements et on va pousser plus de follicules au recrutement et à la folliculogénèse. Voilà. Et ce qui va donner un peu ce résultat, puisqu'on va dépendre aussi du nombre de follicules recrutés par la patiente, si elle est en IOP par exemple, ou bien si elle est hyperrépondeuse. Donc les inducteurs, comme vous le savez, il y a plusieurs types. Il y a les inducteurs à action centrale, il y a les inducteurs à action ovarienne directe, il y a le citrate de chlomifène, c'est un anti-oestrogène, il va aller
donc, cacher les récepteurs d'oestrogène au niveau de l'hypophyse, etc., d'une manière centrale. Et là, l'hyperoestrogénie périphérique ne va pas permettre de donner un feedback négatif. Donc, on va avoir donc, un tonus élevé de sécrétion de FSH endogène. Le tamoxifène n'a pas d'AMM dans cette indication, mais il peut être prescrit dans certaines situations. Il joue le même rôle d'anti-oestrogène. Les anti-aromatases, donc en inhibant l'aromatisation des androgènes en oestrogène, ça va faire diminuer le taux d'oestrogène périphérique et par feedback positif, ça va libérer de la FSH endogène. Il y a aussi les gonadotrophines urinaires, les gonadotrophines recombinantes qui peuvent jouer le rôle de donc, stimulation maintenant exogène et d'apport exogène de la FSH. Bon. Ça, c'est ce qu'on connaît de la physiologie de la stimulation, entre parenthèses, physiologique, la folliculogénèse physiologique, et ce qu'on connaît de la stimulation maintenant artificielle, donc contrôlée. Maintenant, il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est la notion de vague de folliculogénèse. En fait, ce n'est pas comme on l'a déjà appris au départ, qu'il y a une seule vague de folliculogénèse et on est obligé de monter sur cette vague au début de la phase folliculaire. En fait, il y a plusieurs vagues de folliculogénèse qui ne respectent pas forcément ce cycle folliculaire qu'on connaît. Vous voyez ici qu'il y avait un rapport publié en 1987 qui a décrit le développement folliculaire multiple après la fécondation in vitro en présence d'une grossesse intra-utérine viable, ce qui a remis en cause l'idée précédemment avancée selon laquelle une seule cohorte de follicules en trou ne grossissait que pendant la phase folliculaire du cycle menstruel. Et vous voyez que là, on a le cycle folliculaire qu'on connaît, et on a en dessous les différentes vagues de folliculogénèse. Et là, on peut peut-être attraper une de ces vagues pour monter dessus et assurer une folliculogénèse si on peut le faire d'une manière artificielle. Si on veut le faire d'une manière artificielle. Donc, quelles sont les nouvelles approches basées sur ces nouvelles constatations? Donc là, c'est une des applications, c'est lorsqu'il y a une urgence à stimuler, lorsqu'il y a un cancer, par exemple, et on veut préserver la fertilité, là on peut, et c'est prouvé, commencer à n'importe quel moment du cycle folliculaire. Et ça a prouvé son efficacité selon plusieurs études, ou bien au moins la non-infériorité par rapport au fait de commencer au début du cycle. La préservation de la fertilité, là où on va récupérer la patiente peut-être en début de phase folliculaire, en fin de phase folliculaire, en début de phase lutéale, ou bien en fin de phase lutéale. On peut commencer à n'importe quel moment. Sinon, pour les phases préovulatoires, on peut déclencher l'ovulation ou bien l'attendre tout simplement pour commencer à notre cycle stimulé. Ceci n'est pas validé pour toutes les patientes. On continue, selon les recommandations, à le proposer pour les stimulations en urgence. Dans cette particularité de stimuler en urgence, bien sûr, on n'a pas besoin de créer une hyperoestrogénie, surtout pour les cancers hormonodépendants. C'est pour ça qu'on associe souvent les inhibiteurs de l'aromatase, donc le létrozole en l'occurrence, parce que ça va donner moins d'hyperoestrogénie périphérique, pour ne pas interférer avec la maladie. Voilà. Une deuxième application, la double stimulation pour les mauvaises répondeuses. Donc, stimuler, ponctionner et restimuler de nouveau, c'est une deuxième application qui prouve aussi la présence de ces vagues de folliculogénèse répétitives. Et le protocole de Shanghai, il appuie cette hypothèse. Voilà. Donc, quel est maintenant l'objectif de la stimulation plurifolliculaire? Bon, on a un objectif d'aller vers une grossesse, donc on doit porter un pronostic ou bien essayer d'atteindre une certaine limite de nombre d'ovocytes recueillis. Donc, quel est le nombre d'ovocytes recueillis qui permet le plus de réussite? Et c'est le nombre
15 comme le 15 ovocytes recueillis, ça va donner le plus de naissances vivantes en matière de FIV. Ce nombre dépend aussi de l'âge de la patiente. Ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques, en l'occurrence ce papier qui est paru en Belgique par l'équipe de Blokil. Alors, comment porter un pronostic, comment essayer d'atteindre ce nombre peut-être idéal pour essayer de gagner la cause en matière de réussite, en matière de taux de naissance vivante. Et c'est par justement les deux donc, facteurs pronostiques les plus importants, en l'occurrence le taux d'AMH et le compte des follicules en trou. Donc, récupérer plusieurs follicules, ça peut être bon, ça peut donner des chances de réussite, mais ça peut être grave parce que plus on va avoir de ovocytes recueillis, plus on va avoir de taux de réussite, mais plus on va avoir de ovocytes recueillis, plus on va avoir aussi de risque d'hyperstimulation. Bon. Comment éviter ce risque tout en se rapprochant du seuil de bon pronostic, tout en sachant que cette hyperoestrogénie déclenchée par de la SCG, c'est la sauce nécessaire pour donner ce syndrome d'hyperstimulation. On n'a plus besoin de ce syndrome actuellement. Donc, quelles sont les possibilités de se rattraper? C'est de ne pas donner de la SCG, justement, ou bien éviter sa sécrétion endogène, et ceci en évitant une grossesse dans le même cycle, donc préférer peut-être un cycle segmenté et un transfert d'embryon congelé, ou bien éviter aussi de donner de la SCG exogène, donc déclencher différemment. Alors, cette méthode de déclencher différemment, donc on peut déclencher par les analogues. Déclencher par les analogues, ça a donné moins de risques d'hyperstimulation, mais ça n'a pas donné autant de grossesse, puisque les agonistes, comme on le sait, ça va donner une phase lutéale altérée. Déjà, leur demi-vie, comme vous le savez, n'est pas équivalente à la demi-vie de la SCG. Donc, le freeze-all, ça paraît une bonne indication pour équilibrer donc, moins de risques et peut-être des meilleurs résultats. Et les meilleurs résultats, ça a été prouvé juste pour les patientes à réponse élevée. Pour les patientes à réponse moyenne ou bien à réponse basse, le transfert d'embryon congelé équivaut au transfert d'embryon gelé en matière de résultats, en matière de taux de naissance vivante. Donc, comment éviter le pic prématuré de LH en cours de stimulation? Le pic de LH qui est indispensable à la létunialisation du follicule et à l'ovulation résulte du feedback positif de l'oestradiol au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse. Donc, ce pic, comment on peut l'éviter? On peut l'éviter en donnant ou bien des analogues de la LHRH ou bien des antagonistes. Vous voyez que un taux supraphysiologique d'œstrogène qu'on va récupérer au cours de cette stimulation va donner une montée prématurée de la LH et une atrésie folliculaire. Ça va donner aussi un pic spontané de la LH et une ovulation prématurée. Donc au cours d'une stimulation, je suis en train de rappeler les bases physiologiques de la stimulation, on est obligé de bloquer ce pic de LH pour ne pas récupérer ces méfaits de la stimulation. Donc on va récupérer ce blocage ou bien en donnant de l'agoniste ou bien en donnant de l'antagoniste. L'agoniste, comme vous le savez, ça va donner un effet initialement flare-up et puis une désensibilisation, et l'antagoniste, ça va donner une désensibilisation d'emblée. Donc comment déclencher et quand déclencher? Bon, on va déclencher ou bien par la CG s'il n'y a pas de risque d'hyperstimulation ou bien c'est le risque faible. On va déclencher par les analogues à chaque fois qu'il y a une indication donc de déclenchement différé, un risque d'hyperstimulation élevé, l'oncofertilité pour les donneuses, en cas de diagnostic préimplantatoire, en cas de duostime ou bien de toutes les situations qui poussent à faire un old freeze de principe. Les analogues, on a en Tunisie le décapeptyl 0,1, ce sont 2 ampoules, donc 0,2 mg en sous-cutané. Alors, si on va déclencher par les analogues, on est obligé de transférer. Surtout pour les mauvaises répondeuses ou bien pour les normaux-répondeuses, on est obligé d'associer, ou bien on a tenté souvent d'associer de la SCG par plusieurs méthodes,
de la ACG le jour de la ponction avec moindre dose, des doses fractionnées tous les jours, 125 unités tous les jours, ou bien un tiers d'ampoule tous les 3 jours, etc. Et on a essayé de voir si cette méthode de pallier au risque d'hyperstimulation et de jongler un peu avec des doses faibles d'ACG pouvait donner de bons résultats. Et bien, moins on donne de l'ACG, plus on a d'avortements et moins on a de taux de naissance vivante. Donc, il y avait aussi donc, des tentatives de support agressif, comme le font les Américains, par de fortes doses de progestérone et d'œstrogène, ou bien le luteal costing, c'est ce qui a été un peu proposé par Peter Omaidan, c'est le fait de suivre, de déclencher par les analogues et de suivre le taux de progestérone de manière régulière au cours de la phase lutéale. Et si on est en dessous d'une certaine limite, on peut se rattraper et donner de la progestérone. Comme ça, on peut soutenir d'une manière contrôlée la phase lutéale. Donc, il y a aussi le double déclenchement actuellement qui est aussi un peu à la mode, le fait de donner donc, ces tentatives de stimulation par des analogues et de la ACG, ça a montré quelque part qu'il y a plus de maturité ovocytaire chez des patientes qui avaient une immaturité ovocytaire à la fin de course d'une stimulation. Et c'est un peu ce qui est un peu maintenant, sur le plan pratique, un peu, je pense, je le vois, est en train d'être fait de plus en plus. D'autres études sont nécessaires pour confirmer ceci. Et puis, donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie.